Bon ben, bonjour à tous. Donc, merci d'abord de l'invitation pour ce web séminaire, comme on dit maintenant. Donc, je vais vous présenter des informations qui sont issues d'un programme ANR Agraline, donc qui a été conduit par INRAE en collaboration avec plusieurs autres partenaires. Et donc, à partir de ce programme et des données qui ont été produites, donc j'ai préparé ces présentations sur les impacts environnementaux de différents régimes alimentaires et en resituant la place des produits porcins dans ces régimes. Et donc cette présentation est basée en partie sur des travaux réalisés par l'équipe de Hayo van der Werf sur l'évaluation ACV des produits alimentaires. Alors, l'objectif du programme ANR Agraline, il était vraiment dans les idées de cette réunion cet après-midi. Donc, l'évaluation nutritionnelle, environnementale et socio-économique des menus vers une évolution durable des pratiques agricoles et des recommandations nutritionnelles. Donc, il montre bien le lien qu'il y a entre pratiques agricoles et recommandations nutritionnelles. Donc, l'idée, c'était de considérer dans le programme simultanément les dimensions environnementales, les dimensions sociologiques. Donc là, on rejoint peut-être un peu la vision des produits alimentaires dans nos sociétés, et les dimensions nutritionnelles, et d'intégrer en fait ces trois dimensions à l'échelle des menus. Alors, pour cela, la première étape du projet a consisté à définir des menus de base. Donc, un menu moyen français, donc qui était issu des enquêtes 1K2. Ce même menu, en fait, réajusté pour être conforme aux recommandations du PNNS. Ce même menu PNNS, mais sans poisson. Et enfin, un menu végétarien. Et ces quatre menus étaient combinés soit à partir de systèmes de production conventionnels, soit à partir de produits issus de la filière bleu-blanc-cœur, ceci pour voir les problématiques liées en particulier aux apports de lipides. Donc sur cette base-là, une base de données avec 150 ingrédients alimentaires a été constituée et caractérisée par leur dimension nutritionnelle, leur dimension environnementale, donc c'était essentiellement l'ACV. Donc cet ACV étant élaboré jusqu'à l'utilisation finale des produits dans les menus. Et la dimension sociologique, alors qui s'est en fait beaucoup limitée à la question des coûts et de la perception en fait par les consommateurs des différents affichages que l'on pouvait avoir sur ces menus. Alors, un premier tableau ici qui est issu en fait de cette base de données et qui, alors je crois que c'est pour le menu moyen, rapporte la contribution des différentes étapes aux différents impacts environnementaux. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, mais de façon peut-être un petit peu plus détaillée. Donc on voit que finalement, c'est pour l'énergie que la partie exploitation agricole en bleu, ici en bas, est la moins contributive. Donc pour l'énergie, on retrouve un effet important de la transformation, du transport jusqu'au magasin, des emballages, du stockage, des pertes en magasin, c'est relativement limité, transport à la maison en fait, les pertes évitables à la maison ou potentiellement évitables, en faisant évoluer les modalités par exemple de préparation, les pertes non évitables et enfin la cuisson. Donc effectivement la cuisson joue un rôle important pour ce qui est la consommation d'énergie. Pour les autres dimensions, en particulier acidification, eutrophication, utilisation de surface, c'est quand même la production, l'étape de production qui est prédominante. Pour les émissions de gaz à effet de serre, là on retrouve quelque chose un petit peu intermédiaire avec quand même une importance significative que l'on voit ici en rose saumon et en rose clair ici, des pertes évitables ou potentiellement évitables. À la maison, au magasin, c'est plus faible. Donc voilà, premier coup d'œil sur la contribution des différentes étapes aux émissions, aux impacts potentiels. Donc c'est intéressant parce que ça donne aussi une idée des marges de manœuvre que l'on a à chacun de ces niveaux. On voit que pour acidification, eutrophisation de surface,
c'est l'étape de production qui est prédominante. Par contre, pour les deux autres dimensions, la notion de perte de transport, de transformation et voire de cuisson est importante. En particulier, cette étape cuisson pour les produits végétaux, elle est très contributive. Alors, on peut aussi, à partir de cette base de données, évaluer l'impact suivant différents modes d'expression, et on rejoint des schémas que l'on a vus tout à l'heure. Bon, ce que l'on a fait ici, peut-être qui est un peu original, c'est qu'on l'a exprimé ici relativement au poids, mais en valeur relative par rapport au poids d'un menu moyen. Donc, ça veut dire que globalement, les produits qui sont au-dessus de la barre rouge ont un impact par 100 grammes de produits plus fort que l'impact moyen du menu, à l'inverse, et l'inverse pour les produits qui sont en dessous de la barre. Alors, on a regardé aussi comment ces impacts ou ces impacts relatifs évoluaient lorsqu'on changeait l'unité fonctionnelle. La fonction des produits alimentaires n'est pas de produire du poids ou des kilos. Donc, ça paraît étonnant d'exprimer ça relativement au poids. Enfin, si on se réfère aux méthodologies ACV, si on considère que les produits alimentaires, en particulier, c'est plus de cas des produits animaux, contribuent à produire des protéines, donc là, on voit que ça change complètement les choses. À nouveau, la valeur 1 correspond à la référence du menu moyen. Donc, on voit que finalement, par exemple, le porc, les volailles, même les charcuteries, les œufs, ont moins d'impact changement climatique par unité de protéines brutes que, par exemple, les légumes secs, les légumes, les fruits, ou les plats préparés ici. Donc ça reflète à la fois la teneur en protéines, mais ça reflète aussi tout simplement la teneur en matière sèche. C'est-à-dire qu'il y a des produits, les légumes frais par exemple, sont très riches en eau. Donc globalement, c'est ce qui explique en grande partie le fait qu'ils aient des contributions plus faibles par kilo. Si vous comparez une courgette et de l'huile par exemple, même de l'huile de bonne qualité, finalement l'huile ne pourra jamais arriver aux impacts faibles de la courgette, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'eau et que l'ensemble du produit consommé est valorisé en fait. Et ça, je pense que déjà la première étape serait peut-être de passer à la matière sèche et pas à la quantité de produits bruts. Il suffit de diluer les produits en eau pour diminuer leur impact. Alors on peut représenter ça de façon un petit peu différente. Ici, on a un impact environnemental réciproque, donc il y a un impact intégratif, mais qui est assez proche quand même très marqué par l'impact changement climatique. En relation avec la teneur en protéines, on voit que on a toute une famille de produits ici avec des impacts variables intrafamilles. Le bœuf se différencie sur cet impact du fait de l'impact changement climatique. Donc il est riche en protéines, mais malgré tout, même si on corrige pour cette richesse, il a une tendance à avoir un impact plus élevé. Par contre, produits laitiers, viande blanche, les œufs, tout ça reste assez similaire. Alors après, on a des produits, quand on a ce mode d'expression, l'huile, le sucre et ces choses-là, ils ont peu ou pas de protéines et ils ont un impact qui est important. Par rapport à la teneur en énergie, donc là, on voit qu'on a une classification des produits qui sont différents. Donc, ça veut dire que si on considère que la fonction des produits, c'est d'apporter d'énergie, donc des calories dans la ration, ou d'apporter des protéines, on va avoir une classification différente, d'où la difficulté justement de trouver une unité fonctionnelle qui soit représentative de toutes les fonctions des aliments. Alors, sur la base de ces informations, on a pu requalifier les différents menus que l'on avait définis au départ. Donc, on a ici la contribution des différents ingrédients du menu, soit des ingrédients élémentaires, comme ici, par exemple, du poisson, des œufs, des produits laitiers, du pain, soit des produits plus transformés, donc des plats composés, des quiches, des pâtisseries, sucre, confiture. Donc qui faisait partie du menu en fait du menu moyen. Donc si on regarde les produits animaux qui sont ici entourés en pointillés en rouge, globalement ils contribuent
à un peu moins d'un quart du poids de l'aliment consommé, et le porc de l'ordre de 5,5 à 6%. Et la consommation, donc 1,34 kg par jour. Si on fait la même répartition en calories, donc on retrouve alors un peu plus de contribution des produits animaux et un peu plus de contribution du porc, donc c'est porc et charcuterie. Si on prend maintenant les contributions à l'apport de protéines, donc là on retrouve bien que les produits animaux contribuent à plus de la moitié des apports en protéines dans la ration moyenne des Français, et le porc et les produits de charcuterie tels qu'ils étaient intégrés dans le menu moyen, à peu près à 15%. On peut faire la même chose maintenant en termes de répartition de la contribution à l'impact changement climatique. Finalement, on retrouve à peu près la même chose que l'on avait tout à l'heure pour les protéines, avec une contribution d'un peu plus de 60%, d'un peu plus de 50%, presque 60% des produits animaux à l'impact changement climatique, avec une importance plus grande du bœuf, suivi du porc, des charcuteries, des produits laitiers, du poisson. Alors on voit des produits par exemple comme les œufs qui restent avec un impact très faible compte tenu des quantités consommées. Donc on retrouve bien ce que l'on a vu tout à l'heure sur la contribution des produits animaux à l'impact changement climatique, avec ici peut-être une analyse qui permet d'aller voir un petit peu plus finement ce que chaque aliment apporte dans cet impact total. Alors on a développé un petit calculateur Excel qui permet quelque part de représenter toutes les variables que l'on souhaite de cette manière-là. Par exemple, on peut regarder la contribution des différentes matières, des différents ingrédients aux apports d'oméga 3, aux apports d'oméga 6, à la quantité de protéines. On n'a pas fait les quantités de protéines digestives, mais on aurait pu aller là, voir aux acides aminés. Et enfin, l'impact acidification. Donc à nouveau, on va retrouver un peu les mêmes contributions. Et l'utilisation de surface, donc là c'est même un peu plus, donc la contribution à l'utilisation de surface des produits animaux est importante. Et là on va retrouver le bœuf et les produits laitiers. Et là, ça pose la question de la notion de surface, puisque la fonction des surfaces, elle est parfois différente. Donc, en particulier dans les productions bovines, de bovins viande, on a une part importante de prairies permanentes, et on peut dire que cette surface, elle a une double fonction de préserver et de produire de la biodiversité, et une fonction de produire de l'alimentation pour l'homme. Donc là, on se heurte à nouveau à une difficulté plus importante, qui est la question de ces surfaces, pourquoi elles sont utilisées, et finalement, si on ne produit pas ces animaux-là, finalement, ces surfaces, elles sont peut-être plus utilisées du tout. Alors, on a aussi regardé la contribution, alors ici c'est exprimé en termes d'impact changement climatique des différents menus. Alors on retrouve globalement, alors c'est entouré en rouge ici les produits animaux, donc on va ici les viandes, produits laitiers, et on va retrouver ici les poissons. Donc menu moyen, menu PNNS, donc on voit que le fait de passer du menu moyen au menu PNNS, donc on réduit l'impact, c'est en partie lié à la réduction de la consommation des produits animaux, un peu aussi à la réduction de la quantité consommée. PNNS sans poisson, donc là on retrouve compensation poisson, poisson, viande et produits laitiers, et le menu végétarien, donc il y a un impact plus faible. Mais des nuances quand même, parce que même si ces produits, alors on a aussi dans ce petit outil fait apparaître les questions d'équilibre nutritionnel, et on voit que, bon, effectivement, lorsqu'on part du menu moyen ou du menu PNNS, on améliore l'équilibre nutritionnel, en particulier sur les acides gras, sur l'apport d'énergie, sur les protéines, on se rapproche plus du besoin, mais le fait de manger plus de protéines n'est pas en soi un problème nutritionnel.
Et d'ailleurs, une remarque, quand on dit qu'il faut manger moins de protéines, on dit aussi qu'il faut manger moins de lipides. Il faut manger moins de sucre. Qu'est-ce qu'on mange pour apporter son énergie? Il y a aussi une question, enfin ça c'est une petite remarque par rapport à la question de tout à l'heure. C'est parfois un peu difficile de trouver des cohérences dans les messages, parce que manger moins de protéines, ça veut dire que l'énergie, on va la manger plus sous forme de glucides et de lipides. Donc ça a aussi des impacts sur la santé qui ne sont pas forcément... Manger moins de lipides, donc on va manger plus d'énergie sous forme de protéines et de glucides. Donc il y a aussi des cohérences à trouver au niveau nutritionnel, et parfois le raccourci est fait un petit peu rapidement, je trouve. Donc pour revenir, la contribution aux apports en oméga 3 et à l'équilibre oméga 3 oméga 6, qui était un des objectifs aussi de ce programme Agralib, on voit que le menu moyen il atteint à peu près la valeur de 250 mg d'oméga 3 dans les rations, donc qui est une des références. Alors dans certaines références, on va jusqu'à 500 mg par jour. Le menu moyen bleu blanc cœur, du fait de son rééquilibrage en oméga 3, permet d'augmenter. Le PNNS, par contre, ne change pas grand-chose par rapport au menu moyen. Et dès que l'on va passer sur des menus qui sont censés être bons pour la santé, on prend des risques sur certaines dimensions de la santé. Donc c'est vrai, par exemple, même le PNNS sans poisson, même quand on rajoute du bleu blanc cœur, le menu végétarien, même en rajoutant le bleu blanc cœur. Ce qui fait que ces régimes-là, finalement, par rapport à ces problématiques d'équilibre oméga 3, oméga 6, vont devoir faire appel à des compléments nutritionnels qui vont être synthétisés quelque part par des synthèses biochimiques ou par extraction de produits, par exemple pour les oméga 3, l'extraction à partir de poissons. Autre dimension qui a été prise en compte et que l'on n'a pas représentée ici, c'est aussi l'effet de ces régimes sur, par exemple, la ressource halieutique et la ressource en poisson. Et là, effectivement, le fait d'avoir des régimes sans poisson, c'est favorable. Par contre, le fait d'avoir des régimes sans viande, qui vont entraîner une augmentation du poisson, peut avoir des effets donc, qui vont être, en termes d'environnement, non plus sur le changement climatique, quoique le poisson n'est pas toujours mieux situé en termes d'impact changement climatique que la viande, mais plus en termes d'utilisation de la ressource. Donc en conclusion, les impacts environnementaux relatifs aux aliments sont très dépendants du mode d'expression, poids, protéines, calories. Ça pose la question de l'unité fonctionnelle, surtout que ces aliments ont plusieurs fonctions dans notre alimentation, et ça complexifie encore les choses. Ceci étant, le fait de le faire par rapport à l'unité de poids, c'est effectivement pratique par rapport au fait que qu'on achète les produits au poids. Par contre, ça induit quand même des biais qui sont assez conséquents, tout simplement du fait de la teneur en eau des produits, qui est très différente. La contribution des aliments à l'impact des menus testés, donc les produits animaux de l'ordre de 60% des impacts pour le changement climatique, le porc entre 11 et 15% des impacts, mais malgré tout, ce serait affiné sur la base des ventes de produits, donc si on s'intéresse à la filière porcine, puisque on est parti d'une consommation et donc avec création d'un menu, donc le rapport par exemple charcuterie sur viande fraîche n'était pas peut-être tout à fait conforme aux ventes de produits. La contribution des différentes étapes, élevage, transformation, distribution, perte, dépend de l'impact. Dans tous les cas, réduire les pertes, c'est efficace. Améliorer l'efficience de l'élevage, c'est efficace aussi. Ceci étant, suivant les impacts considérés, l'importance ou les leviers d'action peuvent être modulés et différents. Donc, modifier la composition des menus permet de réduire les impacts et on pourrait imaginer d'optimiser le menu sur l'impact changement climatique, par exemple. Et là aussi, il faut faire attention aux biais, c'est-à-dire que on peut entraîner une réduction de l'impact par unité de poids, mais comme ces menus vont être moins riches et moins concentrés en nutriments, on va être amené à en consommer plus. Donc le fait de tout raisonner par unité de poids, ça peut induire des biais, c'est-à-dire qu'on va favoriser des menus qui sont plus lourds, entre guillemets,
Par exemple, avec plus de fibres, plus de végétaux, c'est sûrement très bien, jusqu'à un certain niveau. Mais dans ce cas-là, l'unité de poids, elle apporte aussi un biais dans la façon dont ça va être perçu par le consommateur. C'est-à-dire qu'on va lui donner l'impression que par kilo de produit, il aura bien réduit son impact. Par contre, quand on regarde la quantité qu'il est amené à manger de ce fait-là, l'effet sera beaucoup moins intéressant. Donc, modifier la composition des menus permet de réduire les impacts, mais peut entraîner des risques de carences nutritionnelles. Et lorsqu'on va jusqu'à des menus végétariens, voire véganes, on voit que sur le plan nutritionnel, on va être amené à beaucoup utiliser des compléments alimentaires, des vitamines, des oligoéléments, voire des acides gras, qui vont être apportés, qui eux, on va avoir peut-être des coûts de production ou des impacts environnementaux, en tout cas qui ne sont pas forcément évalués pour le moment. C'était la dernière, donc je vous remercie de votre attention.